Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale, africaine, nationale, à travers un regard alternatif du continent via un prisme du Sud. Et pour débuter cette année 2026, je vous propose de renouer avec l'esprit premier de l'émission alternative qui a à cœur de sortir des cadres dominants et d'interroger notre époque autrement. Et ce, en revenant sur un ouvrage qui, bien que publié il y a quelque temps, résonne aujourd'hui avec une force particulière. L'espoir viendra du Sud. Un livre écrit à deux voix par le psychanalyste et psychiatre marocain M. Jalil Benani et l'auteur et psychanalyste français Roland Gori sous la forme de correspondance au cœur de la pandémie. Un moment où le monde s'est arrêté, où les certitudes du Nord ont vacillé et où nos modèles économiques, politiques, sociaux et même psychiques ont montré leurs limites. Mais ce qui frappe lorsque l'on relit ce livre aujourd'hui en 2026, c'est à quel point les questions qu'il pose n'ont rien perdu de leur acuité. Les crises se sont transformées, elles se sont parfois aggravées, les fractures sociales, identitaires et géopolitiques se sont déplacées, mais elles sont toujours là. Et la quête de sens, elle, est plus vive que jamais. Dans L'espoir viendra du Sud, les auteurs posent une question simple mais profondément subversive. Et si l'espoir ne venait plus des centres traditionnels du pouvoir, du savoir et de la décision? Et si le Sud, longtemps perçu comme périphérique, dépendant ou en retard, apparaissait au contraire comme un laboratoire de sens, de résilience et même d'invention. Le Sud ici, ce n'est pas seulement une géographie, c'est une expérience du monde, un rapport au temps, au lien, à la spiritualité même, et pourquoi pas à l'altérité. C'est un espace où l'on apprend à composer avec l'incertitude, la fragilité, parfois la contradiction, là où d'autres modèles ont cherché à les effacer. Dans Alternative, en ce début d'année, c'est précisément ce regard que nous cherchons à faire entendre. Et aujourd'hui, nous allons donc revenir avec M. Jalil Benani, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce livre, comme une pensée vivante pour comprendre pourquoi, plus que jamais, l'espoir peut encore, et peut-être surtout aujourd'hui, venir du Sud. Jalil Benani, bonjour et bienvenue dans Alternative. Bonjour, merci à vous. Merci. Je suis tout à fait heureux de revenir sur ce livre qui est déjà publié depuis 3 années et qui montre que, après coup, qu'une pensée, comme vous dites, une écriture, soit elle est purement conjoncturelle, ce que nous pensions d'ailleurs à l'époque, parce que nous étions en temps de pandémie, et donc une conversation qui Exactement. s'est en échange épistolaire. Et ça prouve ici tout d'abord l'importance de l'écrit, d'une part, je veux dire quelque chose qui trace, quelque chose qui engage, quelque chose qui pose d'une façon consciente et inconsciente, vous voyez, parce que à l'image de ce qu'est l'écriture, de ce qu'elle révèle, Tout à et fait. qui montre aussi comment, justement, c'est avec le temps que nous voyons aujourd'hui qu'est-ce qui fait que ces pensées, cet échange avait son importance. Alors C'est dire que c'est exactement ce que je vais vous proposer de faire, si vous permettez. Je vais vous poser la première question, Jalil Benani. Ce que je vous propose, c'est de relire votre ouvrage en ce début d'année 2026. Lorsque vous regardez aujourd'hui l'espoir viendra du Sud, avec le recul et le contexte de 2026, avez-vous le sentiment que ce livre a été confirmé par l'évolution du monde ou au contraire dépassé par de nouvelles réalités? votre lecture le confirme déjà, vous voyez. Et puis, moi qui crois beaucoup, si vous voulez, à la question du temps, qui inclut toujours le passé, le présent et l'avenir, il montre que justement aujourd'hui, nous pouvons discuter de ce que nous apporte le passé. Je veux dire qu'une pensée, elle se forge à partir de ce que nous avons hérité, de ce que nous avons vécu et de ce que nous projetons. Et elle est mouvante, et elle s'appuie sur cette temporalité. Donc, un certain nombre de questions ont été posées en temps de crise,
bien sûr, c'était la pandémie. Et il est bon aussi de revenir sur ça, parce que vous savez, et ce qui caractérise l'homme, c'est la faculté de l'oubli. Quand on parle avec des gens sur la pandémie, beaucoup disent, mais c'est incroyable ce qu'on a vécu, etc. Alors il faut sortir de l'oubli est nécessaire pour l'homme, mais il faut aussi sortir de l'oubli pour voir qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qu'on a dégagé. Un certain nombre de questions dont nous pouvons parler, et, évidemment, et cette question qui est ce tir finalement, qui nous parle, qui nous parlait, qui nous parle aujourd'hui, qui nous parlera, j'espère, demain, avec cette notion du Sud, parce que nous étions au Maroc, nous avons vu comment le monde était désemparé, et on a bien vu comment le Maroc s'est très bien débrouillé dans cette crise. Il a même été un exemple. Et on voit au-delà du Maroc que ce qu'on a appelé les afro-pessimistes, qui disaient que ça allait être une catastrophe en Afrique, ben ça n'a pas eu lieu. Ce mot vient cette critique vient de Felwine Sarr, hein, qui a dit voilà, la catastrophe n'a pas eu lieu en Afrique. Donc on s'est interrogé justement sur quelles sont les valeurs du Sud, les valeurs du Sud qui sont les liens communautaires, qui sont l'inventivité, qui sont les priorités données, la priorité donnée à la santé. Et ça, la monarchie, Sa Majesté, justement, a été à la tête, justement, de cette initiative et qui balaye, disons, tout ce qui a été, disons, jusque-là conduit par l'économie, par le néolibéralisme, vous voyez, Ouais. par le rationalisme, etc. C'est beaucoup de facteurs qui ont travaillé dans le sens de l'humanisme. Et ça, c'est vraiment le facteur très important, la question de l'humanisme qui nous caractérise, qui nous sauve et qui nous accompagne. Alors le livre dresse un constat plutôt sévère d'un monde en perte de repères en 2026. Diriez-vous que ce diagnostic reste pertinent? Et si oui, en quoi les symptômes se sont-ils transformés depuis? Vous parliez à l'instant des afro-pessimistes qui peut-être aujourd'hui revoient leur copie. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, à cette époque-là, disons, on va dire que le monde vivait la même chose. Je veux dire, il y avait à la fois quelque chose qui est mondial, c'était la maladie, mais il y avait les inégalités, évidemment. Les inégalités se sont révélées selon les pays, selon les possibilités, et les inégalités, elles ne sont pas celles de la maladie, elles sont celles des systèmes. Des systèmes néolibéraux, des systèmes où justement certaines priorités étaient données au-delà de la santé et ceux où la santé était prioritaire. Donc, donc ce que nous a enseigné cette crise, c'est que il y a une part, si vous voulez, qui est à entendre des autres pays qui sont le Sud, avec tout ce que le Sud comporte comme, on va dire, comme hybridité, hein. C'est-à-dire que nous sommes dans le multiculturalisme, nous sommes une société plurielle, avec une identité plurielle, avec évidemment un passé. Et je pense que c'est une des leçons principales qu'elle nous a données. Alors, Jalil Benani, à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui, le Sud, comme vous l'avez décrit, vous apparaît-il toujours comme un espace d'espérance ou plutôt comme un révélateur de tensions globales que le monde refuse parfois de regarder en face? Oui. Alors, cette notion du Sud, elle est à entendre au niveau géographique, mais elle est à entendre au niveau humain. Elle est à entendre aussi au niveau symbolique, si vous voulez, métaphorique presque. Alors, au niveau géographique, j'ai envie de dire, vous savez, j'avais un entretien avec l'artiste Safar Rouas, qui est de Tétouan, et qui raconte comment, en allant dans plusieurs pays européens et autres, elle parle de Tétouan et qui n'est pas, en parlant, qui n'est pas simplement un lieu de la carte, mais un lieu humain. Donc, c'est d'abord ça, si vous voulez. C'est la dimension humaine, la géographie et la dimension humaine. Ensuite, évidemment, les créativités qui nous viennent de l'Afrique. Alors, on parle beaucoup de l'Afrique en termes de guerre, de misère, voilà, voilà, d'inégalité, etc.
Aujourd'hui, force est de constater que les inégalités sont partout et que aussi bien la globalisation que le néolibéralisme ont produit évidemment des inégalités et que par ailleurs, on s'est aperçu que bon, ben, l'Occident n'avait pas des leçons à donner sur un certain nombre de choses. Prenez aussi l'exemple du séisme, vous voyez, pour nous rapprocher encore plus de ce qui se passe et ce qui s'est passé dans notre pays. Vous voyez comment le pays a d'abord géré quand même remarquablement la catastrophe, comment la solidarité s'est mobilisée, comment les populations se sont mobilisées comme un seul homme, comment les associations, le tissu associatif, etc. Et évidemment, au plus haut sommet de l'État, évidemment, la mobilisation s'est faite. Alors, effectivement, on s'est dit, ben, il y a des savoirs, il y a une philosophie, il y a un humanisme qui vient de nos pays et qui fait, comme vous l'avez si bien dit, que des questions qui étaient posées autrefois sur l'universel, un universel qui aurait un centre et qui irradierait vers la périphérie, eh bien, ce n'est pas ça. Et ça, c'est aussi le travail, évidemment, des philosophes qui ont montré qu'au fond, le centre, je veux dire, n'est pas dans un lieu, mais il est partout. Je veux dire que l'universel, c'est pas un universel plein, c'est un universel en creux et qui se nourrit de toutes les cultures, de tous les lieux. Voilà. Et Hmm. ça, et c'est en cela aussi que ça rejoint beaucoup mon travail sur les dimensions. On peut en parler si vous voulez, sur la dimension, l'importance de la dimension culturelle. Comment penser les choses à partir de nous-mêmes, voyez? À partir de nous-mêmes. Bien sûr, sans exclure ce qui nous vient d'ailleurs, bien sûr, mais déplacer, si vous voulez, les hiérarchies. Décentrer, voilà, plus exactement. Ah ben c'est parfait, c'est exactement le mot que je voulais utiliser. On va continuer à se décentrer, Jalil Benani, avec vous. Dans le livre, le Sud est présenté comme une expérience de manque, de la limite aussi, mais aussi du lien. En 2026, qu'est-ce que les sociétés du Sud peuvent concrètement, et là je dis concrètement, apprendre au reste du monde? Si je peux vous poser la question ainsi. Bon, sans prétention aucune. Vous savez, on va partir, par exemple, on va partir, vous savez, on rejoint évidemment la question de tout ce qui est réflexion postcoloniale, hein, sans rentrer dans les débats idéologiques sur le décolonial, etc. Mais enfin, je veux dire, nous sommes des descendants voilà, enfin, je veux dire, nous faisons suite au colonialisme, qu'il soit protectorat ou colonialité, etc. Euh, D'abord, alors, la littérature nous a enseigné des choses. Les littéraires ont été les premiers à opérer un décentrement. Comment? D'abord, on a pris les langues du colonisateur, ce que les philosophes Deleuze et Guattari ont appelé les langues majeures. Et vous avez des écrivains comme Kateb Yassine, comme euh, bon, le nom m'échappe, les Marocains. Bon, évidemment, Khatibi et d'autres ont beaucoup travaillé sur ça, qui ont repris, qui ont montré comment ils pouvaient, avec la langue du dominant, voilà, détourner évidemment la domination et la reprendre à leur compte. Et puis aujourd'hui, non, il y a un autre mouvement dans lequel moi je m'inscris, c'est celui de partir de nos langues, de notre culture, vous voyez, et de notre culture et de voir tout ce qu'elle apporte et tout ce qu'elle peut encore apporter au monde. Prenez l'exemple, par exemple, de cet espace qui nous est commun avec l'Europe, la Méditerranée. Ben, la Méditerranée, c'est un lieu de croisement, c'est un lieu d'hybridité, c'est un lieu de civilisation, c'est un lieu de migration, de vie, de mort. Alors, il est temps de penser les choses pas simplement du nord au sud, mais du sud au nord, et de voir comment, par exemple, quels sont les héritages, quels sont les savoir-faire qui sont hérités, quand vous prenez, la grande période des Andalous, vous voyez, quand vous voyez cette grande période avec avec cette richesse culturelle, avec ce brassage évidemment des populations, des religions, etc.
Je trouve que le Maroc est propice à ça, à cette richesse, à cette hybridité, à ce mélange, à cette multiculturalité qui nous manque aujourd'hui, enfin, et dans lequel le monde risque de déraper si, justement, on s'orienterait vers, à nouveau, vers une seule identité ou vers la domination, etc. Et ça, Alors, je crois que le Maroc a des leçons à donner vraiment sur ce plan-là. Alors, des leçons à donner, c'est très intéressant et je voulais précisément vous emmener et vous amener sur ces questions identitaires, effectivement, qui sont aujourd'hui au cœur de nombreux conflits. Le Sud et, en général, et peut-être le Maroc en particulier, dont vous voulez de parler, avec ses identités multiples, hybrides, comme vous les décrivez également. Alors, peut-il encore, ce Sud, proposer une autre manière d'habiter la différence, justement? Est-ce que c'est là que réside l'innovation, l'inventivité, la résilience dont vous parlez dans cet ouvrage aujourd'hui, en 2026? Ben, je pense que le Maroc a commencé. Et je pense que le Maroc a commencé. On a parlé des crises. On peut parler des événements aujourd'hui, quand même internationaux, qui se passent au Maroc. On peut voir comment le Maroc s'affirme. On peut voir aussi, c'est très important parce que là, c'est des choses où je suis impliqué. On peut voir comment le culturel se développe dans le Maroc. On voit à travers les manifestations culturelles qui se passent au Maroc, à Rabat, à Casablanca, à Oujda, où il y a un salon important, vous voyez, qui est thématique, qui est très ouvert, disons, à l'international. On voit ce salon ce salon de Rabat, comment il engage, si vous voulez, des acteurs sociaux, des- bon, de tous âges, d'ailleurs, il y a aussi des salons de... Donc, il y a aussi le salon de l'enfant, enfin, il y a beaucoup de choses. Quand vous prenez aussi les manifestations artistiques, toutes les manifestations qui se développent un peu partout, quand on voit le développement, ben, je pense que le Maroc, je veux dire, a commencé à montrer que, bon, voilà, il y a des choses qui émanent d'ici et qu'on n'a rien à envier sur un certain nombre de questions à d'autres. Bien sûr, il reste beaucoup à faire, mais je pense que nous avons commencé. Voilà. Alors, Et justement, en tout cas, la question de la culture comme développement, comme facteur de développement, eh ben, on y est pleinement. C'est pas encore suffisant, bien entendu. C'est loin d'être satisfaisant, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un mouvement qui est à apprécier avec une diversité qui est remarquable et où on peut parler de tous les sujets, il faut le dire. On peut parler aujourd'hui, par exemple, très très librement des questions liées au conflit du Moyen-Orient. On peut parler de la Palestine, on peut parler, vous voyez comment les Marocains à la fois conjuguent, vous voyez, leur appartenance au monde actuel et aussi leur africanité, leur arabité. Et c'est ça l'universel. et l'universel, justement, il est aussi traversé et conjugué, comme vous dites aussi, au Maroc et par les Marocains, dans le lien du sacré. Vous accordez, dans votre travail en général et dans cet ouvrage aussi, une place importante au sacré, à la spiritualité. En 2026, est-ce que vous observez un retour de ces questions-là, justement, comme un besoin de sens dans le Sud, mais peut-être y compris aussi dans des sociétés très sécularisées? Oui. Écoutez, si on part du constat de Max Weber déjà en 1917, sur le fait que les progrès scientifiques, le rationalisme, etc., ont fait faire des progrès aux sociétés, mais qu'en même temps, elles les ont appauvries du point de vue des humanismes, bon, ce constat est tout à fait juste. Alors, il se trouve que le, le progrès scientifique a développé l'individualisme, il a développé les inégalités, il a développé même certains totalitarismes et pourquoi pas des radicalismes. Alors que la présence qui est encore là du sacré dans nos sociétés, elle est vecteur d'un certain humanisme et de quelque chose qui résiste, disons, au néolibéralisme. Euh, pour prendre l'exemple, par exemple, de la dimension religieuse. Il y a la dimension religieuse, mais il y a quelque chose qui transcende
vous voyez, qui transcende la religion, mais qui pas simplement l'islam, qui transcende les religions, c'est la question du sacré. C'est quoi le sacré? C'est un rapport au divin, c'est quelque chose de l'indicible, c'est quelque chose de, de très protecteur, c'est quelque chose qui n'oublie pas que le sacrifice est au fondement des sociétés. Et tout ça, si vous voulez, l'excès de rationalisme, ça l'occulte. Alors évidemment, nous avons encore, bien sûr, il y a le dogme religieux, mais ce n'est pas de cela qu'on parle. D'ailleurs, si vous prenez un exemple concret, il y a une réflexion au niveau de l'Académie du Royaume sur la question de la charia. La question de la charia, elle est décomposée sur plusieurs registres. Elle est décomposée sur le plan religieux, sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan politique. Et ça, c'est le Maroc. Vous voyez, c'est cette ouverture vraiment dont on peut aujourd'hui, on ne peut qu'espérer qu'elle ne fasse que se développer et pas se réduire. Vous voyez, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Donc c'est tout cela. Et puis évidemment, avec la monarchie, bon, bien sûr. Et donc l'héritage du prophète, bon, bien sûr, il y a le religieux, il y a toujours cette dimension du sacré. Alors, Jalil Benani, et ce sera ma dernière question, la question d'alternative, justement. Finalement, diriez-vous que l'espoir viendra du Sud, le livre, propose une véritable alternative au modèle dominant, ou plutôt une invitation à déplacer notre regard, à décentrer, comme on disait, notre manière de penser le monde? Ben oui, mais écoutez, vous l'avez dit. L'espoir viendra du Sud, ça veut dire porter le regard ailleurs, vous voyez? C'est porter le regard ailleurs, et puis c'est pas forcément justement le Maroc ou l'Afrique, c'est aussi ce qui peut se jouer, vous voyez, dans d'autres, mais d'une façon différente, vous voyez, dans des pays comme le Brésil, par exemple, bon, qui n'ont pas connu la colonialité de la même manière. Donc, mais qui sont, disons, qui font partie du Sud global, hein. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est alternative à la domination qu'a été occidentale. L'Occident qui a été, bien sûr, à l'apogée avec les développements scientifiques qui se sont déplacés du monde arabe d'autrefois vers l'Occident à cause de plusieurs facteurs, hein. C'est un déplacement, c'était pas un déclin, et qui aujourd'hui, bon, malheureusement, sur un certain nombre de questions, sont en panne. Alors, bon, cette question de l'espoir viendra du Sud. D'ailleurs, vous savez, on s'est posé la question, faut-il l'écrire avec un point d'interrogation? Mais ensuite, nous avons été affirmatifs. Et preuve en est qu'aujourd'hui, nous continuons à en parler et à espérer. À en parler et à espérer également. Ce sera le mot de la fin. C'était un plaisir et un honneur de vous recevoir, Jalil Benani, pour cette inauguration 2026 d'Alternative. Merci infiniment pour ce regard, ce nouveau regard sur votre ouvrage écrit donc avec Roland Gori en 2026. Donc il n'a pas pris une ride, on va dire. Merci infiniment, c'était un plaisir de vous recevoir. Donc le Sud, non pas un discours idéaliste, mais une invitation à reconnaître ce que le Sud peut nous apprendre aujourd'hui en 2026, à un moment où beaucoup de modèles semblent à bout de souffle. Merci encore. Un grand merci à vous. Un grand merci. Et voilà, merci à vous tous. C'est la fin d'Alternative. Vous restez fidèles. L'actualité se poursuit et moi je vous dis à la semaine prochaine.